qu'est une aversion? La définition, c'est un nom féminin, c'est un sentiment d'antipathie violente, voire de répulsion, un ressenti par quelqu'un à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes, à l'égard d'un aliment. Ça peut être ressenti comme de la haine, de l'inimitié, de la répugnance, du dégoût. Ça vient du mot aversion, aversio en latin, qui fait référence à l'action de se détourner de quelque chose ou se détourner de quelqu'un. Dans les différents exemples d'aversion qu'on a pu rencontrer, donc avoir une aversion contre quelqu'un ou pour quelqu'un, une aversion alimentaire, une aversion sexuelle, une aversion pour le bruit ou une aversion au risque ou une aversion à la perte. Alors, nous distinguons deux types d'aversions, des aversions en tant que biais comportementaux issus de l'économie comportementale et des aversions en lien avec des aliments, des odeurs, des personnes, du genre humain, comme dans la pièce de Molière, le Misanthrope, ou aversion au bruit, appelée la misophonie, etc. Donc, on va parler de plusieurs aversions, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, certaines mais on ne les a pas tous répertoriées. Donc, Pascal va vous parler de l'aversion et les biais comportementaux. Alors, je vais tout d'abord faire un rappel de ce que c'est un biais cognitif. Donc, lorsque l'on réfléchit ou on raisonne, le nombre d'informations que nous arrivons à maintenir en même temps dans notre esprit est très limité et nous sommes incapables de résoudre des problèmes complexes comme le ferait un ordinateur. Et pourtant, nous interagissons de façon très satisfaisante avec notre environnement au quotidien. Nous savons être créatifs, imaginatifs, actifs et résolvons souvent très vite la plupart des difficultés que nous rencontrons. Et bien pour cela, nous avons recours à des raccourcis mentaux très efficaces qui sont nommés heuristiques. En fait, ce sont des opérations mentales rapides, automatiques et intuitives et surtout peu coûteuses pour notre attention. Et ces règles compensent le fait que l'on ne soit pas capable de prendre en compte tous les paramètres des problèmes en même temps. Mais ces raccourcis fonctionnent très bien la part du temps. Et parfois, ils conduisent aussi à des erreurs. Et c'est dans ces moments-là que se manifestent les biais cognitifs. Donc le biais est une distorsion entre la façon dont nous raisonnons et celle que nous devrions adopter pour assurer le mieux possible la validité de nos inférences et conclusions. Alors je pense que beaucoup d'entre nous connaissent quelques biais, notamment le biais de confirmation. Ce biais, ce biais confirme, il porte bien son nom, que j'ai raison de penser cela, que j'ai raison de croire ce que je crois. L'exemple, c'est j'ai acheté une voiture rouge et depuis que j'ai une voiture rouge, je vois que les voitures rouges. Donc ça confirme que j'ai fait un bon achat. Il y a plein de voitures rouges. Et c'est comme si j'avais des lunettes avec ce but de confirmer tout ce que je crois et confirmer que j'ai raison de penser ça. Un autre biais que vous connaissez aussi, c'est le biais de négativité. Donc, être attentif au danger revêt un caractère vital. Et plus l'attention est portée sur les dangers, plus il est possible de réagir pour se mettre en sécurité. Donc, ce biais de négativité nous permet de nous mettre en sécurité. Mais en fait, eh bien, pareil, nous allons avoir ces lunettes avec, si nous avons le biais, la pensée ou la croyance de les hommes sont dangereux, eh bien, je vais, en fait, voir tous les hommes dangereux. Je vais côtoyer des hommes qui sont dangereux. C'est là où on retrouve des personnes, des femmes qui se mettent, qui ont toujours les mêmes compagnons qui les tapent, brutaux. Et c'est comme s'ils avaient des lunettes tout le temps avec cette pensée et ce biais de négativité. Alors, quelles sont les aversions qui sont liées à ces biais cognitifs? Alors, on va me parler d'abord d'une aversion qu'on a découverte comme ça dans ce travail, qui est l'aversion au risque. L'aversion au risque décrit l'attitude, par exemple, d'un investisseur qui privilégie spontanément des investissements peu risqués. Celui qui va préférer des placements sûrs pour lesquels son capital n'est pas à risque, comme le livret A ou encore des contrats d'assurance vie en euros. Chaque
investisseur dispose de son propre niveau d'aversion au risque. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui aide le mieux à définir le profil d'un investisseur. Un investisseur plutôt prudent, plutôt dynamique, ou un peu les deux. En fonction de la réponse, le trader choisira de se tourner dans un style de trading plutôt qu'un autre, par exemple en privilégiant la sécurité au rendement ou inversement. Donc la façon de trader est personnelle et ne dépend pas de l'état réel du marché. C'est pourquoi l'aversion au risque est un biais cognitif. En soi, ce biais cognitif est une bonne chose puisqu'il permet de rester raisonnable lors des prises de décision. Donc l'aversion au risque, en fait, là on parle évidemment d'investissement, mais en fait l'aversion du risque va toujours nous amener à cette réflexion. Est-ce que je prends le risque de choisir ça ou je prends le risque de choisir ma voiture rouge ou de choisir ma voiture verte? Voilà. Donc c'est à chaque fois qu'on prend une décision, c'est en fait le niveau de risque qui va nous faire opter pour une chose ou pour une autre. En fonction de notre degré d'aversion au risque. En fonction de notre degré d'aversion. Alors, une deuxième aversion qui est en lien avec les biais cognitifs, eh bien, c'est l'aversion pour la perte. Donc, cette aversion pour la perte est une notion issue de l'économie comportementale et qui fait que les humains attachent plus d'importance à une perte qu'à un gain du même montant. Alors, on l'a vu il y a quelques années, l'exemple, quelques années avec les gilets jaunes, où ils ont commencé en fait à être sur les ronds-points parce que en fait, le carburant augmentait très très fort et donc il y avait une perte de leur pouvoir d'achat. Et même si le gouvernement leur proposait un chèque énergie qui correspondait au montant équivalent à la perte qu'ils avaient de leur pouvoir d'achat, en fait, ça ne leur suffisait pas. Parce qu'en fait, la douleur liée à la perte est plus importante que le plaisir lié au gain. Il y a vraiment un décalage entre les deux. Et on a déjà vu ça ensemble, c'est lorsque on définit un objectif, eh bien, le cerveau n'aime pas perdre. Et donc, il y a des verbes qu'on n'utilise pas dans les objectifs. Je veux perdre des kilos. Non, c'est combien de kilos t'as en trop? Parce que le cerveau n'aime pas perdre. Il déteste la perte. Et notamment dans le surpoids, eh bien, la biologie a emmagasiné des réserves. Et elle va tout faire pour garder ces réserves. Donc, dès qu'il y a une perte, eh bien, il va se mettre en système d'alerte. Donc, la perte, en fait, est vraiment liée implique une douleur plus importante que le gain et le plaisir de gagner. Donc là, c'est disproportionné et donc il y a une aversion pour la perte justement par rapport à ça, en fait. Donc on voit aussi, oui, donc dans les pensées, dans les objectifs, il y a les mots en fait de perte, en moins. Eh bien, tout ça, c'est lié, ce sont des mots liés à la perte. Ensuite, nous allons passer aux aversions alimentaires. Alors, les aversions alimentaires, et on va voir par la suite que c'est quand même utile. Donc, les aversions alimentaires constituent un système efficace pour la survie. Elles peuvent se développer chez quasiment toutes les espèces animales, depuis les invertébrés, comme la limace, les petits mammifères tels que les rongeurs, jusqu'aux espèces les plus évoluées, incluant l'homme. Au cours de notre évolution de l'espèce, les goûts étaient utiles essentiellement pour la survie. Éviter de mourir par intoxication, par infection ou contagion. Les êtres humains comme les animaux disposent d'un répertoire comportemental qui leur permet de réfléchir avant d'ingérer, de respirer, de toucher certaines plantes, certains animaux, certains aliments qui peuvent potentiellement être toxiques, qui les empêchent de se déplacer dans des situations périlleuses pour eux-mêmes ou pour les membres de leur groupe. Donc on peut dire que l'aversion alimentaire, elle a quand même une réelle utilité dans la survie de l'espèce. Les réactions instinctives du dégoût envers l'amertume permettaient ainsi à nos ancêtres d'éviter certaines plantes toxiques. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui est amer est toxique, mais en tout cas, beaucoup de plantes toxiques, en tout cas, sont amères.
Et donc là, on va voir en fait comment le cerveau agit face à l'amertume. Donc, comme dit Annie, beaucoup de composés amers étant toxiques, notre corps s'est armé pour s'en protéger. Et on peut au moins dire que l'amer est la saveur la moins prisée. En fait, l'aversion innée que suscite le goût amer chez l'être humain est un mécanisme de défense pour se prémunir contre les aliments toxiques. Alors, il y a une étude faite justement entre l'amertume et le goût sucré. Eh bien, il faut environ 10 millimolaires, donc c'est des molécules de saccharose en fait pour détecter le sucre à l'intérieur d'un aliment. Et donc c'est énorme, il faut beaucoup de molécules pour repérer le saccharose. Donc on est peu sensible au goût sucré. Et à l'inverse, la quinine, qui a un goût amer, eh bien, on peut la percevoir à des concentrations très très faibles, comme 8 micromolaires. Ce qui veut dire qu'en fait, très peu de molécules suffit à la détecter. Donc on est très sensible à l'amertume. Et ces propriétés, en fait, se rattachent à leur fonction physiologique. Le rôle du goût sucré est, par exemple, de détecter les aliments riches en énergie, cette énergie que le corps a besoin, comme pour travailler les muscles, pour avoir de l'énergie à l'intérieur, pour pouvoir bouger. Et donc, le goût sucré, en fait, va être directement assimilable. Et donc, à la question pourquoi on aime le sucre, eh bien, on pourrait répondre parce qu'on en a besoin. L'organisme, le corps en a besoin. Et en même temps, il active le centre du plaisir dans le cerveau. Concernant l'amertume, eh bien, le rôle, c'est de détecter des molécules potentiellement toxiques. Mais toutes les molécules ne sont pas forcément toxiques, mais beaucoup de toxines sont amères. Et donc, elles sont présentes dans les végétaux et elle est là pour nous permettre de nous protéger, en fait. C'est pour ça qu'on est très sensible à l'amertume, parce que c'est tendance à être toxique. Et donc, lorsqu'il y a les bébés, si vous lui présentez quelque chose de sucré, eh bien, il va avoir un sourire. Si vous lui proposez ou lui présentez quelque chose avec un goût amer, il va faire la grimace. Donc c'est vraiment, en fait, cette amertume est en lien avec notre protection par rapport à la toxicité depuis certainement la préhistoire, depuis la nuit des temps. Eh bien, pour nous protéger, pour protéger les membres du groupe, eh bien, on est en fait sensible à l'amertume. Et d'ailleurs, les animaux, les végétaux ont créé aussi cette défense pour ne pas être attaqués, notamment les végétaux, pour ne pas être attaqués, mangés en fait. Et certaines plantes sont amères. Et ce qui a été découvert, eh bien, pour l'aversion, justement, en lien peut-être avec l'amertume ou autre chose, eh bien, selon les recherches scientifiques, c'est que le circuit de l'aversion est le même que celui du circuit de la récompense. Comment ça marche? Vous avez les petites flèches qui vous montrent la communication entre les différents éléments. Ensuite, il y a l'hypothalamus qui réalise la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien par le biais d'une glande endocrine, l'hypophyse. Il intervient aussi dans la régulation du système nerveux autonome et les fonctions endocrines. Il intervient également dans le contrôle d'une large gamme de fonctions corporelles comportementales, incluant la reproduction, la thermorégulation, le contrôle du rythme circadien ou encore la faim. Il fait partie du système HPA, par les différentes structures du cerveau du circuit de la récompense. Et en dessous, vous avez l'aire tegmentaire ventrale qui libère la dopamine. Donc, en fonction de ce que reçoit l'hypothalamus, il renvoie une info à l'aire tegmentale ventrale pour libérer la dopamine aux structures pour se sentir bien. Il est possible de jouer sur la dopamine, comme les drogues qui ont une action où ça va développer encore plus la dopamine. On croit qu'on se sent bien, même si tout va mal. Donc, vous avez le petit dessin qui vous montre un petit peu les allers-retours et comment ça réagit et comment ça joue sur la dopamine.
On va vous parler aussi de l'odorat, puisque c'est en lien aussi avec l'aversion et avec le circuit de la récompense. Donc l'odorat, c'est un sens sous-estimé. Pourtant, c'est grâce à lui qu'à de multiples occasions, nous pouvons identifier ce qui est toxique pour nous. Par exemple, l'odeur d'une fumée, d'un gaz, d'autres choses qui nous permettent de vérifier ce qui se passe autour de nous et s'il y a quelque chose de dangereux dans notre environnement. Il intervient aussi dans nos choix quotidiens. Les endroits où on aime aller, c'est vrai que si on a eu un bon souvenir dans un lieu, et ben, facilement on aime retourner dans ce genre de lieu. Les personnes que nous aimons, les aliments que nous préférons ou que nous repoussons, etc. Avant même de bien voir, les bébés ont un odorat très développé. Leur capacité à détecter les odeurs est si forte que les nouveau-nés préfèrent l'odeur du sein et les vêtements de leur mère à celle d'autres personnes. Donc là, en faisant les recherches, on s'est aperçu que c'est vraiment dès les premiers jours de l'embryon que l'odorat est en place et commence à fonctionner. Une des raisons, c'est que le liquide amniotique humain semble contenir des signatures chimiques individualisées qui incitent le fœtus en développement à être attiré par son parent. Même à l'âge adulte, le lien étroit entre odeur et mémoire persiste. Lorsque nous entendons un son, le signal est transmis de nos oreilles au tronc cérébral, puis au thalamus, avant d'atteindre le cortex auditif. Pour sentir les odeurs, les neurones olfactifs du nez se dirigent directement vers le bulbe olfactif, d'où ils peuvent être transmis à d'autres régions cérébrales, y compris les zones impliquées dans la mémoire. Le centre nerveux appelé tubercule olfactif relie les zones cérébrales de l'olfaction au circuit de la récompense, ce qui est fondamentalement un système de conditionnement et de motivation. Il nous procure du plaisir quand nous adoptons certains comportements comme manger un gâteau, ce qui pousse à les mémoriser et à les reproduire. Les odeurs activent donc très facilement le système de récompense. Selon certaines études sur les souris, il semblerait que les souvenirs olfactifs puissent être transmis de génération en génération. On commence à voir l'importance de la mémoire, notamment olfactive, dans l'aversion et dont on parlera un peu plus tard. Voilà. Alors, on va vous parler d'une aversion qui se transforme en addiction. Donc, justement, pour expliquer ce système de récompense, donc le tabac. Et avant, donc, par rapport au schéma là, que vous avez sur vos écrans, en fait, on a tout le système olfactif qui est ici. Et rien ne passe, en fait, tout ce qui est en lien avec les odeurs, l'olfaction, rien ne passe par le thalamus. Le thalamus qui, normalement, filtre, comme Annie parlait, que ça soit le son, l'auditif ou visuel, ça passe par le thalamus, il y a un filtre. Or là, ça va direct sur le circuit de la récompense, ici, avec l'amygdale, l'hippocampe, et donc, il n'y a pas de filtre. Et plus l'amygdale avec la mémoire. Donc, tout ça, en fait, de l'olfaction, ça passe directement au circuit de la récompense qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de filtre. Donc, le tabac. Alors, le tabac, eh bien, c'est une aversion qui se transforme en addiction. Donc, la nicotine a un effet paradoxal sur le cerveau. Elle active à la fois le circuit de la récompense et celui de l'aversion. Donc jusqu'alors, les chercheurs en fait pensaient que c'était la dopamine qui était à l'origine de sensations agréables, mais ils viennent de découvrir que ces neurones qui libèrent la dopamine sont aussi ceux qui provoquent l'effet répulsif initial. Mais en fait, une fois que le cerveau est piégé, donc dans la dépendance, eh bien c'est elle en fait, qui entretient ce piège et la dépendance. C'est bien la dopamine qui entretient tout ça. Donc, quel est le point commun entre le café et le tabac? Eh bien, dans les deux cas, les deux substances provoquent une aversion initiale lorsqu'on y goûte. La réaction instinctive de dégoût envers l'amertume du tabac et du café permettait ainsi à nos ancêtres d'éviter les plantes toxiques, comme on vous a dit tout à l'heure. Et les adultes, ensuite, en fait, apprennent à apprécier la saveur amère. Et donc, ils finissent par aimer le café, la bière, ça c'est pour les gens du Nord, et les endives.
aussi pour les enjeux. Donc, en fait, la première sensation, c'est une aversion. Mais ensuite, on apprend à aimer, à apprécier cette saveur amère. Donc, la nicotine, eh bien, cette substance a un double effet sur le cerveau. Elle active le plaisir et l'aversion. Donc, comme Annie vous a parlé dans le circuit de la récompense, il y a des récepteurs de dopamine qui activent le circuit de la récompense. Et il y a aussi des récepteurs inhibiteurs de la dopamine qui s'appellent les récepteurs GABA. Et eux déclenchent l'aversion. Donc, lors de la première expérience avec le tabac, eh bien, c'est l'un ou l'autre des récepteurs qui l'emporte. Et cela, c'est fonction des personnes, c'est fonction de leur contexte, c'est fonction de leur état de stress, s'ils prennent en même temps de l'alcool, donc une question aussi de dépendance à côté. Donc, en fait, il y a deux récepteurs, donc les GABA qui inhibent la dopamine et qui sont responsables de l'aversion, et la dopamine qui stimule le circuit de la récompense. Et en fait, il y a eu des recherches un peu plus poussées à base de souris. Ils ont dépourvu les souris des récepteurs nicotoniques et les ont en fait infectées avec un des deux récepteurs, soit le GABA, soit la dopamine. Et une fois qu'ils avaient ces récepteurs-là dans le cerveau, ils ont exposé ces souris à un niveau élevé de nicotine, comme le niveau d'un gros fumeur. Et là, en fait, il y a eu la surprise, c'est que l'aversion était activée par les neurones à dopamine, alors que les neurones GABA envoyaient le signal de récompense. C'est-à-dire qu'il y avait une inversion du système. Donc, c'est un résultat contradictoire avec les théories que la dopamine stimule, favorise le circuit de la récompense. Mais en fait, cette découverte n'est pas totalement illogique. C'est que les neurones dopaminergiques sont responsables de l'aversion chez les animaux non dépendants. Et dans la dépendance, une fois que la dépendance est installée, eh bien, ils signalent à la fois la récompense et l'aversion. Ils ont les deux rôles. C'est-à-dire, une fois que le cerveau est piégé, le système de motivation est modifié. Ce n'est plus, en fait, d'éprouver une sensation agréable, mais de soulager la sensation désagréable de ne pas avoir assez de drogue. C'est-à-dire qu'en fait, ça soulage la sensation de manque de la drogue, de la cigarette, de la drogue. Et là, donc, en fait, c'est les neurones dopaminergiques qui, en fait, soulagent cette sensation désagréable du manque. Donc, en résumé, en fait, le besoin de soulager l'effet négatif du manque de nicotine devient plus fort que la répulsion naturelle à la nicotine. Donc là, la personne est vraiment en manque et donc ça soulage cette sensation désagréable de manque. Donc de cette étude, ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que la nicotine provoque un double effet sur le cerveau. Elle active le circuit de la récompense et celui de l'aversion. On pensait que la dopamine était à l'origine de la sensation agréable, mais en fait, c'est le contraire. Il provoque aussi l'effet répulsif initial. Et après l'aversion initiale dépassée, c'est la dopamine qui entretient la dépendance en soulageant les symptômes de manque. Voilà l'aversion en fait du tabac initial qui devient ensuite une dépendance. Et donc, la dopamine va soulager la sensation désagréable de manque. Alors, Annie va nous parler maintenant d'une autre aversion qui est l'aversion au fromage. On a choisi une aversion pour les aversions alimentaires, une aversion qui est très courante en France, l'aversion au fromage. Donc ça, on s'est appuyé sur une étude du Centre de recherche neurologique de Lyon. Donc les chercheurs ont observé le
Je ne sais plus si tu avais une image sur le pallidum ventral, une petite zone cérébrale qui est habituellement activée chez les personnes qui ont faim. Cette aire cérébrale est totalement inactive chez les personnes ayant une aversion face à l'objet de l'aversion. Donc cette zone, elle est totalement inactive quand elles sont face à l'objet de l'aversion, alors qu'elle est active pour d'autres choses. C'est vraiment quand elle est face à l'objet de l'aversion qu'elle devient inactive. Par contre, d'autres structures étaient plus fortement activées face à l'objet de l'aversion. Il s'agit du globulus pallidus et de la substance noire. Donc vous avez sur la photo là un peu la représentation d'où on peut trouver le globulus pallidus et la substance noire. Comme le pallidum ventral, ces aires cérébrales participent au circuit de la récompense et sont actives uniquement quand nous éprouvons du plaisir dans une situation donnée. Par exemple, quand l'aliment est aimé et que nous avons faim, ou bien dans le cas d'addiction, comme vous a dit Pascal. Le circuit de la récompense comprend un grand nombre d'aires dont le fonctionnement est très complexe. Donc, on ne va pas tous les détailler. Il a été montré que plusieurs d'entre elles sont également activées dans les situations aversives, dans les situations de peur, de dégoût ou de stress. Une autre étude en 2019 en Colombie-Britannique sur le pallidum ventral parle de classes de neurones qui contrôlent la motivation positive et négative, la quête du plaisir et la fuite de la douleur, envoyant des signaux opposés le long d'un circuit cérébral situé dans le pallidum ventral. Cet équilibre peut déterminer le comportement d'une personne qui va chercher la récompense, mais il faut qu'elle soit très forte, ou au contraire, éviter l'objet de l'aversion. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit pour la nicotine. On pense que la substance noire étant l'une des principales régions productrices de dopamine du cerveau, comme la TV, joue un rôle important dans un certain nombre de fonctions du comportement, notamment l'apprentissage, la toxicomanie, les émotions et la mémoire. D'après les personnes interrogées, l'insécurité, effectivement, est très présente aussi. Et on en reparlera plus tard. Alors, avant de parler des aversions et des décodages, on va vous parler de cas de personnes qu'on a interrogées, dont une personne qui a réussi à dépasser son aversion et qui va un peu expliquer justement ce qui se joue entre le circuit de la récompense et l'aversion. Alors, c'est vrai sur les personnes interrogées, il y a deux grands points communs qui reviennent. L'insécurité, ce sont vraiment des personnes qui se sentent en insécurité de diverses manières sur des niveaux différents, mais en tout cas, il y a toujours l'insécurité qui revient. Et puis, il y a un autre point commun qui revient tout le temps, c'est la notion de souillure, de sale, voire même de dégueulasse. C'est un mot qui est employé chez les personnes qui parlent d'aversion, notamment d'aversion alimentaire. Et, une phrase qu'une personne nous a dit, c'est plus fort que toi, tu ne peux pas résister, tu es obligé de partir. On verra que l'aversion, en fait, amène la fuite. Alors, je vais vous parler du seul cas d'aversion qu'on a trouvé qui ait dépassé son aversion. C'est quelqu'un qui a une aversion alimentaire, une aversion au poisson et à tout ce qui vient de la mer. Alors, c'est important de savoir de quoi c'est, vous allez voir pour la suite. Alors, dès tout petit, en fait, il refuse toute alimentation contenant du poisson. C'est-à-dire qu'en fait, il a une aversion pour le poisson, comme d'autres, l'aversion pour le fromage ou d'autres aliments, mais en fait, il n'en connaît pas le goût. Simplement, bébé, quand on lui approche l'aliment, ben, c'est un rejet, c'est berce, c'est comme ça. Donc, c'est pas, c'est vraiment tout bébé, c'est pas à l'âge du caprice, je veux pas goûter, c'est vraiment tout bébé, c'est vraiment, je connais pas le goût, mais je peux pas le manger, ça me donne la nausée, envie de vomir. Donc, il s'agit d'un garçon. Donc, vers 3 ans, comme c'est un enfant très gourmand et comme il a un problème de poisson, sa maman le fait manger avant, tout seul. Et au moment où il en est au dessert, comme c'est un enfant très gourmand, il est devant le dessert, il est devant son dessert, il commence à manger. Et la maman, alors dans son dos, pas l'expression, mais derrière lui, donc il ne peut pas voir, sur la cuisinière, commence à mettre pour ses frères et sœurs plus grands, des poissons congelés panés. Donc vous imaginez ce qu'un poisson congelé pané peut sentir, c'est pas grand-chose. Et au moment où elle les pose dans la poêle, l'enfant part, laisse son dessert et part en courant en disant « Berk, ça sent le poisson ». Donc vous voyez que c'est vraiment très, très, très fort.
Donc, en l'interrogeant, il dit qu'enfant, il était en insécurité dès qu'il quittait la maison. Tant qu'il est à la maison, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il quitte la maison, il se sent en insécurité, il ne peut pas dormir la nuit, etc. Alors, il faut que je vous parle d'une de ses passions parce que vous allez comprendre après quand on va parler du circuit de récompense et l'aversion. Cet enfant, depuis l'adolescence, il est passionné par l'art japonais, par la culture japonaise et notamment par les mangas. En même temps, il est très frustré parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais manger ce que ses héros préférés dans les mangas mangent, c'est-à-dire du sushi, des sashimi. Et ça, c'est important, vous allez voir pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait changer? La première chose, quand on lui dit qu'est-ce qu'il a fait changer, il dit un travail sur l'insécurité. Depuis l'âge de 19 ans, il s'est obligé à travailler sur son insécurité et notamment à sortir de son cocon. Il est tellement bien sorti de son cocon qu'il est parti 1 an à l'étranger, justement pour se détacher un peu de la famille, de son confort familial et pour faire face à cette insécurité loin de la famille. Ensuite, il dit, je n'ai pas essayé de combattre mon aversion, mais de la comprendre. Alors, je ne sais pas ce qu'il a compris parce qu'il ne l'a pas dit, mais c'est important, je pense, cette idée de ne pas la combattre, mais de la comprendre. Et donc, quand il explique pourquoi la première fois il a pu manger du poisson, alors, vous avez compris que ce sera des sushis qu'il a mangé. Il dit en fait, pour moi, l'attraction de la culture japonaise était plus forte. Parce que dans les mangas, quand il était adolescent, en fait, cette idée de manger du poisson cru, de manger des sushis, c'était, pour ces héros, c'était la récompense sublime, c'était le trésor final. Un petit peu comme dans cette culture de dessin animé, en fait, manger ces poissons, ces sushis, c'était un petit peu le Graal, c'était la récompense suprême. Et pour lui, dans cette idée tellement forte qu'il en avait, en fait, la récompense suprême, c'était manger du poisson. Donc là, on voit comment la récompense suprême pour lui met en route le circuit de la récompense et l'amène jusqu'à goûter du poisson. Alors depuis, comme il dit, j'ai mangé du poisson, mais je ne peux en manger que dans les sushis ou les sashimi. Hors de question d'en manger autre chose. Par contre, la différence, c'est qu'il peut assister à un repas de famille ou autre. L'odeur du poisson ne le fait plus fuir, pardon. C'est-à-dire qu'il peut rester dans la même pièce là où les autres peuvent manger du poisson à côté de lui. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais là, je pense que c'est pour expliquer vraiment comment le circuit de la récompense, en fait, pour lui, ce trésor-là, qu'il voyait dans cette culture-là, pour lui, c'était vraiment ça qui l'a attiré et c'est ça qui lui a fait passer le cap. Enfin, sans oublier qu'avant, il a quand même fait un travail sur l'insécurité. Voilà, si vous avez des questions après, vous pourrez les poser, j'essaierai d'y répondre. Voilà, c'est vraiment pour illustrer comment le circuit de la récompense peut aider. Alors, je précise quand même que pour toutes les personnes qu'on a interrogées, c'est la seule personne qu'on ait rencontrée qui ait dépassé son aversion. Alors, je pense que c'est intéressant ce que tu disais pour cette personne, c'est qu'elle n'a pas cherché à combattre l'aversion. Et ça me rappelle un peu comme les ressentis, les émotions sont là pour en fait qu'on les écoute et qu'on l'accepte. Au plus en fait on va les combattre, au plus on va ne pas aller les voir, ne pas s'opposer à ça. C'est un peu l'énergie qui est de l'autre côté de la porte et qui va absolument être entendue, être écoutée. Et tant qu'on n'a pas ouvert la porte, eh bien, pas accepter ou pas l'écouter, eh bien, elle va toujours frapper plus fort. Donc, je pense que c'est important qu'il n'ait pas combattu, justement, et il y a une partie de lui qui a certainement accepté cette aversion, quoi. À ce moment-là, pour permettre d'aller dans la libération de cette aversion. Dans la libération, mais en fait, ce qui est plus important pour lui, c'est vraiment la récompense suprême qu'il voyait comme quelque chose de vraiment, vraiment important pour lui, pour être complètement plongé dans cette culture et dans ce monde-là. Eh bien, ça nous amène justement alors les aversions et le décodage biologique des symptômes. Donc, après avoir vu toute cette théorie, eh bien, on a réfléchi aux hypothèses de l'aversion. Donc, comme vous le savez, le symptôme ou le comportement, eh bien, c'est la réaction ou la réponse du corps à quelque chose. Et l'aversion a son utilité.
elle a une logique biologique aussi. Donc, dans la définition et l'étymologie, on parlait de se détourner. Donc, dans l'aversion, en fait, je m'éloigne de ce qui me dégoûte. Donc, il y a une notion de fuite. Je m'éloigne, je recule. C'est s'éloigner, fuir de ce qui est toxique pour moi et dont je me sens agressée, mais qui au départ n'est pas dangereux. Par exemple, le fromage, le poisson, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de dégoût. Et en plus, comme disait Annie, c'est qu'il n'y a pas forcément un déclencheur où j'ai mangé du poisson et j'ai été malade. Pas du tout. Il n'avait jamais goûté de poisson. À l'inverse, dans le dégoût, en fait, je rejette ce qui est toxique pour moi. Il n'y a pas de fuite. Le dégoût, je rejette ce qui est toxique. Et dans l'aversion, en fait, c'est je m'éloigne de ce qui me dégoûte. Donc voilà l'utilité, les hypothèses que l'on a trouvées. Et donc, je répète, comme disait Annie, il y a cette structure d'insécurité, de peur. Ce sont des gens qui sont dans le contrôle, donc des thalamus, des contrôleurs. C'est des gens qui sont dans leur cerveau, voire même, pour moi, c'est aussi, enfin pour nous, on parlait de troubles du comportement. Et comme l'objet aversif agit comme un allergène qui est porteur d'une mémoire de peur ou de dégoût, mais que la réaction, elle est dans le comportement et pas du système immunitaire avec une inflammation comme dans les allergies. C'est-à-dire que l'allergie, il y a le système immunitaire qui est toujours prêt, et ici, dans l'aversion, c'est plus la réaction, c'est un comportement de fuite. Donc, il y a le dégoût plus la fuite. Et donc, quelle est la substance qui est en lien avec le dégoût et la répugnance? Eh bien, c'est le glucagon. Le glucagon qu'on retrouve donc dans le 4e étage. Donc, c'est la substance en fait qui est l'opposé de l'insuline et qui est hyperglycémiante. Et le glucagon, c'est un relais qui est sur la polarité féminine, sur l'hémisphère cérébral gauche, dans la polarité féminine. Alors, on parlait de fuite, et la fuite, c'est un comportement ressenti féminin. La polarité féminine aussi, la fuite. Le côté masculin, il va affronter, il va se battre. La polarité, ceux qui sont en polarité féminine, ils vont fuir, ils vont partir, ils vont s'éloigner. Donc il y a quelque chose qui n'est pas dangereux, mais qui devient un danger pour moi, qui me dégoûte, en étant en fait déjà avec cette fuite. Alors, autre question, autre hypothèse, donc c'est les troubles du comportement, avec la peur, donc avec un vécu agression, glucagon, donc le dégoût, la répugnance, et peut-être aussi les bronches avec la menace de cet objet-là. Cet objet est menaçant pour moi, peut-être. Donc, il y a donc les structures, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrôle avec les thalamus, la notion de vigilance aussi, d'être toujours prêt quand même, mais tout ça dans le comportement, avec des peurs. Donc, on a pensé à quelques protocoles, mais je pense qu'il y en a d'autres, et justement, nous allons vous demander votre participation pour préciser un peu ces hypothèses, parce que là, voilà ce qu'on a trouvé, ce qu'on a réfléchi. Donc, dans les protocoles, alors un qui pour moi est essentiel, c'est celui dans ma culture. L'objet aversif, en fait, à quoi il est associé dans ma culture, dans ma famille, dans ma vie, dans un événement, en fait. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. J'ai une personne qui n'est pas venue, mais on a discuté d'une aversion, puisqu'on a interrogé des gens autour de nous. Et elle, c'est
l'aversion vers la sauce avec plein d'oignons, la sauce comme les ragoûts, tout ça. Et alors là, ça, elle ne peut pas sentir. Et c'est depuis qu'elle est ado, ça lui faisait penser, en fait, quand je lui ai fait ce protocole de la culture, dans sa culture, c'était l'ambiance familiale où son père, en fait, a invité tous les ouvriers, tous les employés de sa boîte. Et il y avait 15 personnes à table. Et elle voulait que sa structure, sa petite structure familiale, elle, son frère et ses parents. Et donc, ça, elle était agressée par tous ces gens. Et donc, à chaque fois qu'elle sent, qu'elle se retrouve avec cette odeur-là, eh bien, ça la ramène à ce moment-là. Donc, pour moi, ce protocole est vraiment très important. Donc, un travail sur les peurs, le contrôle, la sécurité. Donc, l'insécurité, est-ce qu'il y a des pertes de repères? À quel moment ils sont en sécurité? Je ne sais pas. Le protocole de la boulette. Et aussi penser à équilibrer les polarités, puisque nous pensons que ils sont plutôt sur leur polarité féminine, peut-être. Donc voilà, voilà notre travail sur les aversions et les recherches, enfin les réflexions en décodage. Et donc, eh bien, tout d'abord, merci à vous d'être allés Jusqu'au bout. jusqu'au bout, de ne pas avoir eu d'aversion pour notre exposé. Et nous vous remercions. Voilà. Merci à vous. Je vais juste ajouter une réflexion, une réflexion qu'on a faite, c'est quand même que, par exemple, pour l'exemple sur le poisson, ou d'autres personnes qu'on a interrogées et qui ont des aversions alimentaires et qui disent, je ne sais même pas le goût que ça a, il y a quand même de fortes chances pour que ce soit transgénérationnel. Voilà. Oui, effectivement. On n'en a pas parlé, mais voilà, on y a pensé quand même. Voilà. Ok, merci à vous, Pascal. Merci, Annie. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment, si vous avez des questions, de les mettre sur le chat, hein, ou si vous avez des expériences vous-même à partager. Je me posais une question sur l'origine étymologique. Est-ce qu'il y a un lien avec conversion, aversion, conversion? Conversion, aversion, ça serait quoi l'opposé? Ça serait Oui, le c'est contraire? ça. Ouais, c'est ça que je me demandais, ouais, effectivement. Je sens très bien ce que je mange. On n'a pas... Il y a vraiment l'aversion, il y a ce phénomène de s'éloigner, de fuir. Conversion, converser, ça serait aller avec. Alors, l'étymologie de conversion, ce serait plutôt changement de direction et non pas fuite. On va la pêche dimanche. D'accord. En tout cas, oui, je voulais aussi vous remercier parce que moi, j'ai une aversion pour le réveil. J'ai la saucisse là-bas ou pas? Vraiment un truc de fou, je pourrais tuer quoi si on me réveille quand je dors. Et en fait, vous avez parlé de l'école dans ma culture et j'ai réfléchi à cette histoire de quand est-ce que dans ma culture, en fait, on se réveille ou on réveille les gens, etc. Moi, j'ai un père qui est d'origine musulmane et il y a l'idée des 5 prières par jour. Lui, il n'était pas du tout comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a voilà, qui se réveillent en pleine nuit, à 4 heures, 5 heures du matin. Il doit faire la dernière à minuit, l'autre à 4 heures ou 5 heures après. Et je me suis dit, mais ça se trouve, voilà, mon père avait enfin, comme il n'était pas du tout pratiquant, votre exposé m'a vraiment mis sur une piste intéressante. Je vous remercie. Merci, Guy. Alors après, ce que j'entends, c'est aussi l'aversion, il y a vraiment cette notion de dégoût. Ouais. Il y a aussi, tu vois, à séparer, à ne pas confondre l'agression du réveil. Et là, dans l'aversion, il y a vraiment cette fuite, se détourner d'ailleurs dans l'étymologie, hein, détourner, et il y a cette notion de dégoût. Mais parce que je me suis permis ce rapprochement parce que vous avez parlé du bruit aussi, de l'aversion pour le bruit. Oui. En fait, l'aversion pour le bruit, c'est un état chronique caractérisé par une aversion à certains sons produits par un autre individu, tels que des bruits gutturaux, nasaux, buccaux, mâchement de gomme, claquement des lèvres, le clic du stylo, le tapotement des doigts,
sur la table ou sur un clavier, par exemple. Maintenant, Oui, est-ce que c'est pas peut-être le fait que quelqu'un vienne, le réveil? C'est le réveil de la mécanique ou quelqu'un qui vient te réveiller? Non, peu importe, oui, que ce Peu soit un importe. un robot bruit qui réveille. ou même un mouvement, hein, peu importe. Mm. En tout cas, Ouais. c'est une piste intéressante parce qu'effectivement, ça fait plusieurs générations où on est réveillé par l'appel à la prière et qu'à un moment, ça s'arrête. Ça peut laisser effectivement des traces transgénérationnelles. Ouais, ouais, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Je vous remercie pour ça. Bah, merci pour ce partage. Donc, si j'ai bien compris, dans l'allergie alimentaire, on va rechercher un danger. Vu qu'il nous C'est semble pas une la allergie sécurité. alimentaire, hein? Oui, non, pardon, une aversion alimentaire. J'ai ma fille qui est vraiment qui peut pas sentir le fromage, c'est très fort chez elle. Donc, on va rechercher un épisode d'insécurité ou un épisode un biochoc de danger par rapport à. Là, par exemple, dans les aversions au fromage dont on a parlé, il s'agit Ouais. vraiment de mémoire parce que ce sont des personnes qui ne connaissent même pas le goût du fromage. Et on peut supposer, hein, ce ne sont que des hypothèses, que quelqu'un a été mis en danger avec cet aliment D'accord, dans le transgénérationnel alors. transgénérationnel. Ah ouais. Dans les cas de ceux qu'on a interrogés, en fait, ils n'avaient jamais goûté ni le fromage ni le poisson, donc c'est vraiment une question de mémoire. Ou D'accord. peut-être pendant la période fœtale pour la maman. Ou dans la période Non, fétale, parce que comme la- on a dit, pendant le le côté générationnel. olfactif, qui est très présent dans l'aversion, il se développe dès la période embryonnaire. Mm. Donc ça peut être aussi interrogé, si on peut, les parents, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment. Je crois que ça, on parle même de entre le 13 et 20e jour de C'est très l'embryon. tôt. Donc, c'est vraiment très très petit. Ok, merci. Et par rapport à l'aversion au fromage, en fait, j'ai interrogé plusieurs personnes par rapport au fromage, entre le dégoût et l'aversion, et notamment une gauchère par rapport au fromage. Donc pareil, jamais goûté. En fait, elle m'a dit, ah non, je fuis pas le fromage. En fait, elle le combat, elle le repousse. Donc elle est que dans le dégoût. Il n'y a pas cette fuite. Alors, est-ce que la gauchère, comme elle est gauchère au niveau des hormones, elle est sur sa polarité féminine, mais elle a moins d'oestrogène en tant que gauchère. Est-ce que ça peut expliquer ça qu'elle n'est pas en aversion? J'en sais rien. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu sourire, parce que je me suis dit, mais c'est vrai que les gauchères, elles sont un peu plus masculines. Voilà. Après, si l'exemple de la personne, par exemple, je vous ai dit c'est un garçon, l'histoire du poisson, lui, il est vraiment sur son féminin quand même. Je ne sais pas si ça peut aider, mais c'est vrai que l'histoire de la polarité, elle paraît assez importante quand même dans ces problèmes d'aversion. En tout cas, elle est toujours présente. Bon, vous avez plus d'autres questions? Vous avez parlé de l'hormone de la récompense, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé au problème de sérotonine. En fait, euh, voilà, on dit que la sérotonine, c'est l'hormone de la récompense. On dit euh, que les gens qui ont des excès de sérotonine, ce sont les joueurs. Ceux qui ont une addiction au jeu, par exemple, ils jouent vous savez, au PMU, aux courses de chevaux ou autres, Mm. au poker ou voilà, au casino, et eux, ils sont en hypersérotonine. Ok. Et du coup, je me dis que voilà, quel est le voilà, parfois on fait des dosages en sérotonine. Euh, et on voit qu'il y a des gens voilà, qui ont la sérotonine qui est beaucoup trop basse, etc. Ce serait intéressant de voir si au niveau de la biologie, il y a un lien entre aversion et le taux circulant de sérotonine. Je sais qu'aujourd'hui, ça se mesure dans les urines sur 24 heures au Mm. laboratoire Mm. de Sylvie Barbier là, à Metz. Ça pourrait être une piste intéressante de voir si dans la biologie, au niveau hormonal, au niveau des neurotransmetteurs, il y a quelque chose comme ça qui s'exprime. Voilà. Avec la sérotonine, oui. C'est vrai que là, à chaque fois, ce qu'on a retrouvé, c'était la dopamine, en fait.
vraiment avec les addictions, la dopamine. À un moment, c'est vrai qu'on parlait de sérotonine. Après, la sérotonine, elle est fabriquée plus au niveau du ventre, hein. Donc, on va voir ça, c'est Émilie, aux automnales, avec la fibromyalgie, où on en parle. Mais après, c'est vrai que là, il y a très, très peu d'articles, en fait, sur la sérotonine. Donc, à la limite, oui, voir le taux de sérotonine, mais aussi voir aussi le taux de dopamine. Mm. Aussi, à la limite, c'est comparer, faire un rapport entre les deux. Ouais, tout à Mais fait. là, je peux pas te préciser, ouais, je sais pas. Merci. Mais parce qu'en fait, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment la dopamine va combler ce manque, en fait, dans les addictions, que ça soit au jeu, à la cigarette, à l'alcool. Enfin, il y a vraiment cette notion de manque. Et donc, c'est la sensation désagréable du manque qui va être, en fait, comblée par enfin, comblée, c'est pas ce mot-là, mais ça va stimuler la dopamine, en fait, pour ne pas avoir cette sensation désagréable, quoi. Est-ce que vous avez des idées sur des hypothèses? Et des idées de protocole. Après, moi, ce serait intéressant parce que je travaillerais sur la dopamine inversement. Du coup, parce que la dopamine, à mon sens, c'est, la satisfaction du plaisir, mais immédiat, peu importe le long terme, en fait. Donc souvent, les personnes qui sont dans le plaisir, elles sont dans un plaisir immédiat et par exemple, la sensation de manque, il faut ce que tu disais tout à l'heure, il faut en fait, l'enlever immédiatement, peu importe les conséquences à long terme, en fait. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les addictions. On sait que c'est pas bon de fumer, mais dans l'instant T, on a la satisfaction et le besoin de la récompense immédiate. Et donc je pense que je ferais travailler, l'espèce de travail dans le futur, tu vois? D'accepter, cette étape et d'aller dans le futur et de faire un travail sur vraiment un objectif à plus long terme. Voilà, par exemple. Hein, c'est parce que c'est ce qu'on retrouve dans les troubles alimentaires. Dans les Mmh. troubles alimentaires, les personnes vont vouloir, aller, mettre, du 42, aller à la plage, avoir minci et cetera, mais elles sont toujours dans la satisfaction d'une problématique immédiate. C'est-à-dire, voilà, je peux pas supporter ça tout de suite. Peu importe, dans 2 mois, c'est pas grave. Mmh. Donc voilà, je travaillerai aussi cette, notion-là. Bon, merci, d'ailleurs. Et vraiment trouver l'insécurité. C'est vrai que ça revient un petit peu à parler aussi de la gomme et l'encrier et puis de cette sensation d'être dans un feu de cheminée. C'est-à-dire que trop près, tu es mal, trop loin, tu es mal aussi, tu vois? Et donc on sait que le travail là-dessus, c'est vraiment, du coup consolider, l'estime de soi, d'un côté et le contact avec soi. C'est-à-dire comme tu disais aussi tout à l'heure, ça frappe à la porte, mais on veut pas ouvrir la porte et il faut obliger nos patients à ouvrir la porte. Et ce que j'ai aussi bien aimé, c'est, la comparaison avec, la phobie, un trouble du comportement. Je trouve que c'est, très logique. C'est, c'est comme une allergie comportementale, en fait. Mmh. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Et Mais par rapport à la phobie, parce qu'on n'a pas trouvé, enfin, on n'a pas fait de lien avec les séparations. mmh, Parce que la phobie, il y a agression et séparation. oui. Et là, quand on a posé, enfin voilà, dans les personnes qu'on a interrogées, il y avait pas on n'a pas trouvé la séparation, en fait. Après, ce qui aurait été sympa, c'est de voir les aversions pour les gens. Ouais, Tu je sais voulais en parler moi tout à l'heure de tu ça. sais, tu sais, il y a, c'est vraiment, ça peut parler d'autre chose, tu vois? Quand tu as des aversions, hem tu sais, tu arrives, dans un groupe, enfin, ça m'arrive rarement, mais où tu sens qu'il y a 2 personnes, elles peuvent pas se sentir. Elles se connaissent pas, mais elles réveillent chacune, tu vois? Mmh. Ça va réveiller quelque chose en soi et c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'est-ce que ce truc-là réveille en moi, en fait? Mmh. Et soit ça réveille c'est ce dont on parle, tu sais, quand on parle de transfert et un peu de contre-transfert, Oui. c'est,
qu'est-ce que ça réveille en moi, qui est en moi et que je veux pas voir en moi. Mmh. Je vois chez l'autre quelque chose que je veux pas voir chez moi, ça c'est horrible. Et ou alors, quelque chose je vois chez l'autre quelque chose de quelqu'un dans ma famille que je veux pas voir non plus. Mais en tout cas, c'est sûr que ça réveille quelque chose. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui me parlait d'une personne comme ça, en disant, mais je peux pas la voir, elle avait en mariage, je sais pas quoi, elle me dit, oh, non, mais il faut pas que je me trouve dans la même pièce et tout ça. Mais bon, c'était que de l'oral et elle est tellement, tellement dans le contrôle, mais dans les fermés que j'ai pas réussi à trouver, à aller chercher un peu plus loin, quoi, plus profond. J'ai pas réussi. Il y a une personne qui m'en a parlé. Ça peut peut-être être aussi, ce que je déteste chez l'autre, c'est quelque chose que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas moi, une qualité, tu vois? L'assurance, quelqu'un qu'on trouve trop sûr de lui ou qu'on trouve du coup prétentieux, mais nous, on manque d'assurance et on aimerait avoir un peu plus de ça pourrait aussi être ça, non? Oui. Oui, ça pourrait. Après moi, la personne avec qui j'ai discuté, c'était pas du tout ça. Elle l'enviait pas du tout, hein. C'était Mmh. plutôt Oui, oui, je dis pas que c'est ça à chaque fois, mais l'inverse, le côté elle est toxique, quoi. Cette mmh. personne est toxique, quoi. Mais toxique en quoi? Enfin voilà, j'ai pas réussi à aller plus profondément, quoi. Donc je Après, sais pas. je pense qu'il y a aussi peut-être un niveau entre le rejet et l'aversion. Je pense qu'il y a quand même une différence, c'est que c'est pas parce que je peux avoir du rejet pour une personne qui peut être lié effectivement à quelque chose de précis que enfin moi je parlerais plus d'aversion. Je sais pas, j'ai une aversion pour les gauchers par exemple, c'est général quoi. Oui, ou les roues, tu vois? Ou les Ah! roues, voilà. Voilà, je sais pas. En fait, pour moi l'aversion, elle a quelque chose de quand même plus général en fait. Mmh. Que si c'est une personne, c'est peut-être plus une histoire de rejet. Après, bon, effectivement, par rapport à quelqu'un de la personne, par rapport à quelqu'un de la famille ou une histoire qu'on a vécue ou je sais pas quoi. Mais l'aversion, elle a quand même ce côté général. Tu veux Voilà. dire, ce serait plus par rapport à, voilà, un type de personne? Voilà, ce serait une aversion, par D'accord, exemple, c'est, OK. par exemple Comme, l'aversion au risque, ça elle est pourrait être les prise. noirs, les Ça pourrait être les gens qui mettent des lunettes, par exemple, tu vois, comme moi, et ouais, ben voilà, je supporte pas. Mais c'est quelque chose de général, en fait. La ouais, personne, par exemple, qui a une aversion alimentaire pour un genre d'aliment, c'est tout ce genre d'aliment. Elle va pas dire j'ai une aversion pour le comté, mais j'aime le Munster, par exemple. Tu vois, c'est une aversion pour un c'est genre, pour général. le genre de quelque chose, en Mmh. fait. Mmh. Mmh. D'accord. Alors que si c'est une personne, bah il y a quelque chose de précis chez cette personne. Enfin, moi, c'est ma façon de voir, hein. Il y a quelque chose de précis chez cette personne que je vais pas supporter. Mmh. Par Ouais, il y a exemple, cette comme disait notion, Nathalie, son assurance ou je sais pas quoi, mais hein, c'est pas une globalité, en fait. OK, Enfin, c'est ma façon à moi de voir les choses, de voir la version. Alors que d'accord. par exemple, en interrogeant plusieurs personnes, enfin pour moi, il y a quand même une histoire de mémoire parce qu'en interrogeant plusieurs personnes, il y a d'autres personnes qui ont parlé, par exemple, de quand quelque chose est arrivé ou un souvenir ou quelque chose de familial. Et là, on est plus dans du dégoût, par exemple, que de l'aversion. D'accord. Mais c'est souvent cela, c'était lié à quelque chose de précis. Que celles qui ont parlé d'aversion, vraiment, c'est par exemple des choses, voilà, ben, je connais pas le goût de ces choses-là, mais je sais que ça me donne la nausée, par exemple. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup, dans les aversions alimentaires, il y a beaucoup cette notion de nausée. D'accord. Alors que je sais même pas de quoi ça a le goût, en fait. Donc, il y a vraiment ce rejet global de cet aliment ou de ce quelque chose, en tout cas. De nausée, ça veut dire qu'on peut rajouter, les voies digestives du 4e étage alors? Genre, on m'impose quelque chose, d'inacceptable. Si, Mais avec il n'y le a pas la dégoût. notion d'injustice, en fait. Je sais pas, parce que Ouais, c'est vraiment une Parce question ouais. plutôt de survie quand même, de danger, de d'accord. quelque chose qui a été toxique quand même. C'est vrai, il y a vraiment ce côté toxique et Toxique. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que, parce qu'en fait, on s'est posé la question sur tous les relais masculins.
Ouais, de l'autre côté pour ouais, c'est voilà. ça. Donc mais en fait, on n'a pas retrouvé l'injustice. Mais la menace, c'est pour ça que tu parlais de la menace. C'est pour ça que j'ai parlé de menace, ouais. OK. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé de menace en fait. Mmh. Mais c'est vrai qu'on retrouvait pas le. Alors il y a le côté digestif avec oui parce que il y a les nausées, voire jusqu'à vomissement. Hein. D'accord. Et d'ailleurs il y a eu une recherche là, des expériences où alors toujours avec les souris, hein, si tu prends un aliment, enfin tu avales un aliment et que tu vomis tout de suite, ça peut amener une aversion. Donc, tu fais le D'accord. lien avec l'aliment. Mais si tu vomis, ou oui, tu as la nausée, mais tu vomis que 2 heures plus tard, en fait, le OK. cerveau ne fait pas le lien Entre avec. l'aliment et la d'accord. Ouais. Ouais. Plus de 2 heures, le cerveau ne fait pas le lien. Et ça ne vient pas une aversion. D'accord, alors ce serait plus le décodage de l'œsophage du premier étage alors? Ouais, D'accord. peut-être, ouais. OK. Du coup, par rapport à ce qu'Elie disait, est-ce que c'est vraiment une aversion alors par rapport au réveil? Parce que moi, l'autre jour, il y a pas longtemps, quand je disais, tout ce qui est bruit, moi, de hotte, le bruit des hottes ou de la ventilation, vous savez, dans la voiture, ou tous ces bruits, je supporte pas. Enfin, j'ai du mal à supporter, mais est-ce que ça, c'est vraiment une aversion ou est-ce que c'est, comment on peut appeler ça? Est-ce que Alors, tu dans te l'aversion, décris. il y a quelque chose qui revient souvent aussi quand on interroge les personnes, il y a cette notion que c'est plus fort que moi, en fait. Ça me met dans un état, c'est plus fort que moi, je peux Ouais, pas le c'est ça. Donc, contrôler, quand en fait. j'éteins, tu sais, c'est quand j'éteins la hotte, là, c'est je peux plus là, faut vraiment que j'éteigne et tout ce qui est bruit là, les ventilations là qui font beaucoup de bruit, c'est pareil, c'est au niveau du bruit moi que ça me touche, mais est-ce que ça, on peut appeler ça une aversion? Est-ce que il y a cette action de se détourner? Oui. Est-ce que tu fuis ça? Faut que je l'arrête, Ouais. faut que je l'arrête ce bruit, c'est insupportable pour moi, ouais. Au bout d'un Ouais, moment, mais je et il y a vraiment quand j'éteins, tu sais, c'est Et si tu pouvais pas l'éteindre, qu'est-ce que tu ferais? bah, je fuirais. Ouais, Puis ouais. je sortirais de la pièce, tu vois? Je quitterais la pièce, donc ouais, c'est une aversion, voilà. Mmh, c'est ce dont on Ouais, parlait au début de la ouais, misophonie, mmh, ouais. vraiment cette aversion au bruit, en fait. mmh, merci. Moi, j'ai une petite question par rapport à... Est-ce que vous pourriez un peu plus m'éclairer? Parce que j'ai du mal à saisir la différence vraiment entre dégoût et aversion. Parce que pour moi, c'est vraiment... Enfin, dans le dégoût, j'entends bien qu'il y a cette notion un peu digestive avec le glucagon et ce réflexe un peu plutôt vomitif, on va dire, ou nausée. Et l'aversion, du coup, ce serait l'aversion comportementale, mais sans ce symptôme-là? J'ai pas trop saisi. Non. En fait, le dégoût, tu as cet objet, enfin cet aliment que tu amènes et tu as le dégoût. C'est-à-dire que tu ne bouges pas, mais tu as des nausées, vomissements, mais tu ne bouges pas. Ok. Tu vois. L'aversion, tu as cet aliment qui vient vers toi, mais là, tu fuis, tu t'en vas, tu t'éloignes. Il y a vraiment cette notion de fuir. Mmh. Dans les deux, tu as un dégoût. D'accord, ok. Dans Mais les deux, il y a le dégoût, mais il y en a un, tu ne bouges pas et à la limite, tu vas peut-être le rejeter. Mhm. Et si l'aversion, tu vas fuir, tu vas t'éloigner, tu vas te détourner de ça. Il y a une action en fait. Hmm. J'ai du mal à imaginer en fait la scène sans action. En fait, c'est un peu difficile. T'as La des scène du exemples? dégoût. Ouais, mais de Oui. dégoût, genre, parce qu'une personne qui va être dégoûtée, enfin moi je prends mon exemple, bon j'ai une aversion pour la coriandre, voilà, mais genre par exemple pour les poireaux, ça me dégoûte clairement, Oui. mais j'imagine pas 2 secondes ne pas bouger. Tu me mets un poireau là, je vais pas rester là en fait, tu vois. Alors, Donc, quelle différence tu fais entre la coriandre et le poireau? Quand tu dis que tu as une aversion vers la coriandre, envers ouais. la coriandre, enfin pour ou contre la coriandre d'ailleurs, on peut dire les deux. Et quelle différence tu fais en fait avec le dégoût du poireau? Quelle Parce action tu fais que ou le tu fais pas? poireau, ça me dégoûte, mais je vais pas non plus quitter la table ou quoi parce que quelqu'un mange du poireau à côté. Oui. Alors que, enfin, mais en tout cas, moi, je vais je vais m'en éloigner, c'est sûr, tu vois. Oui, Alors et que la la coriandre? coriandre, c'est juste pas possible en fait. Enfin, c'est un truc.
Voilà, en fait, la différence est là. C'est-à-dire que si à table, il y a des poireaux, tu vas pas les manger, mais tu peux rester à table. Ouais, La coriandre, tu peux pas. ouais, c'est compliqué. Mais Tu vois, après, voilà. en restaurant, par exemple, je vais me tenir, quoi. Je vais laisser les gens manger leur coriandre Oui, tranquille. oui. Ça, il y Oui. a une nuance. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre vraiment cette différence entre dégoût et Ben, aversion. l'aversion, il y a Pour le moi, c'est mouvement. vraiment les deux pareils, quoi. En fait, l'aversion, tu as le mouvement de t'éloigner. Et je pense, enfin pour moi, hein, je pense que c'est un trouble du comportement, quoi. Mm. Alors que le dégoût, il est pas forcément, c'est digestif, quoi. Mm. Ouais, dans tous les cas, l'aversion, ce serait aussi, du coup, étalé à plein de choses qui ne te donnent pas forcément les symptômes digestifs, mais genre où tu veux t'éloigner, tu veux t'en séparer, quoi. Ben, c'est vraiment l'idée de fuir l'objet de l'aversion, en fait. Et je peux Ouais, même pas l'affronter, je vais vraiment fuir. ouais. C'est Mm. vraiment plus phobique alors. Ouais, c'est pas loin, hein. Ouais, de toute En fait, façon, on a dégoût, aversion, phobie, allergie, on est tout ouais, pas le très loin. côté, C'est comment faire la différence. Vraiment, ce qui nous a mis sur la différence, nous, c'est vraiment d'abord l'idée de fuir, vraiment. Parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve chez tout le monde et tous ils disent, mais c'est plus fort que moi, je peux pas rester, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible de rester à table s'il y a du fromage sur la table, par exemple. Ou même certaines personnes vont dire, si le couteau, il a servi à couper le fromage, je peux plus rien couper avec. Mm. Il y a vraiment quelque chose de très fort, en fait. et on a hésité, on a réfléchi par rapport, on avait noté au départ la phobie. Entre allergie, phobie, on savait pas trop. Et c'est quand on a pris les hypothèses de la phobie, avec l'agression et la séparation, qu'on n'a pas retrouvé dans les gens avec qui on a interrogé. Donc, on a pris sur l'allergie, en fait. Mais Ça c'est parce qu'on pourrait, est parti de l'hypothèse de la phobie, hein. ça pourrait être phobie parce que, en fait, si on part du concept de Christian, là, de gomme et encrier, il y a quand Ouais. même agression et séparation. C'est-à-dire que il y a un évitement de quelque chose qui m'agresse. Et du coup, je suis Oui. séparée de mon plaisir. Tu vois, tu peux le transformer Oui. quelque chose comme ça, à travers ce Oui. que vous avez dit tout à l'heure. Tu vois, voilà. Donc, mais c'est surtout, ce serait intéressant de le décoder si on, comme un symptôme, c'est-à-dire de vraiment décoder comme une allergie, l'allergène en quelque sorte. Ouais. Et puis ensuite, les symptômes, est-ce que tout le monde a des écœurements ou alors comment chacun réagit en fait en termes de symptômes? Et puis la date d'apparition. Tu vois? Il faudrait un peu peut-être le décoder un peu comme ça, Mm. tu vois? Oui. Et parce que la phobie, tu vois, tu peux aller jusqu'à la crise de panique. Mais toutes les phobies ne donnent pas des crises de panique. Tu vois? Je pense, on pourrait imaginer quelque chose qui tourne autour de ça. Ce serait, comme une phobie, mais voilà. Alors que Avec l'aversion, avec le dégoût en plus et la survie, avec le la survie, oui, qui est importante aussi. voilà, avec la survie, donc du coup, je rajouterais ça, le dégoût, la survie, comme une conjonction en fait, de plusieurs conflits, un truc multifactoriel. Oui. Eh bien, voilà, vous pouvez réfléchir à tout ça. Ouais. Je pense que c'est juste un début, en fait, parce que finalement, on s'aperçoit que dans l'aversion, c'est très vaste. Donc, vous pouvez faire aversion 2 si vous avez envie. Il y a Martine qui rajoute que la misophonie donc, est une aversion intense et irrationnelle envers des sons ou bruits spécifiques. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup à toutes les deux. Donc, c'est le dernier rendez-vous avant l'été. Donc, on aura le plaisir de se retrouver pour certaines aux automnales. Et si vous avez des idées de thèmes pour les conférences de l'année prochaine, n'hésitez pas à nous en faire part ou à nous les partager aux automnales. Un grand merci encore Annie et Pascal.